Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout, comme premier invité, j'ai quelqu'un que vous connaissez bien, un ami, un collaborateur de plusieurs années déjà, qui représente la CEF, l'Association coopérative d'économie familiale, Beauce, Appalaches et Chemin. Martin Cloutier. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Pierre. Ça fait combien d'années là, que tu travailles avec nous? Là? Ça fait 10 ans que je suis à la CEF, que je viens faire des chroniques à la télé. Je ne sais pas exactement, mais je dirais au moins 5-6 ans. Oui. Mais je ne sais pas exactement. Oui. Et aujourd'hui, tu nous amènes un sujet qui me porte à te poser deux questions importantes. Tu veux nous parler du régime enregistré d'épargne études. Un, qu'est-ce que la CEF a comme intérêt à nous parler d'un sujet comme ça? Deux, c'est quoi ça, un régime enregistré d'épargne études? OK. Je vais répondre aux deux questions un peu en même temps. Bon, OK. Dans le fond, un régime enregistré d'épargne études, c'est un compte où on place de l'argent pour les études postsecondaires de nos enfants ou de nos petits-enfants, par exemple. Ah bon, comme moi, comme grand-père, ça m'intéresse doublement. Faut prendre des notes. Donc, c'est un produit financier. Ça intéresse la CEF parce que la CEF s'occupe, aide les gens avec leur budget, parle d'épargne. Alors, comme c'est un produit d'épargne, c'est quelque chose qui peut nous intéresser, nous, la CEF. On va être soucieux que les gens cotisent à la hauteur de leurs moyens et qu'ils ne se mettent pas dans le pétrin avec ça non plus. Mais comme association de consommateurs aussi, nous, on encourage les gens à être vigilants et à choisir un régime qui va être bon pour eux, puis de faire affaire avec le meilleur fournisseur possible pour eux, de poser les bonnes questions quand ils vont magasiner ça. Parce que des fois, les gens vont magasiner très, très bien pour l'achat d'une télévision, par exemple. Ils vont être attentifs au prix, la qualité du produit, les garanties qui l'entourent, tout ça. Puis rendu à des produits financiers, ça va plus vite un peu, on pose moins de questions. Puis pourtant, c'est pas moins important, là, au contraire. J'aurais envie de te demander également, là, on parle du régime enregistré d'épargne études. Ça ressemble un peu à régime enregistré d'épargne retraite. Oui. Le REER qu'on parle, ou encore maintenant, on a ça, le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. C'est ça. Y a-tu une nuance à faire? Oui, je suis certain qu'il y a une grosse nuance à faire entre les trois, mais j'aimerais ça que tu me les fasses. Oui. Un régime enregistré d'épargne études, c'est pas du tout comme un REER. La seule chose pour laquelle c'est pareil, c'est que c'est enregistré auprès du gouvernement, mais un REER, quand on met de l'argent dedans, c'est de l'argent qu'on a gagné, qui est brut, et qu'on ne déclarera pas à l'impôt, parce qu'on le met là à l'abri de l'impôt. Donc, il va être imposable au moment où on va le retirer. Ah, fais-toi sur moi, je le sais, c'est quoi. OK. Ils nous permettent des déductions quand on travaille, mais quand on le retire, ils nous attendent avec une brique et un fanal. C'est ça. L'impôt se prend là, à ce moment-là, puis il n'échappe pas. Hein? Donc, un régime enregistré d'épargne études, c'est pas ça. C'est de l'argent qu'on cotise là, mais à partir de notre argent net. Ça veut dire on a déjà payé de l'impôt sur nos revenus, puis là, dans ce qui nous reste, on en met de côté. Donc, c'est déjà de l'argent net. Fait que, mais qu'on le retire, on ne payera pas d'impôt là-dessus. C'est déjà payé. C'est le rendement du régime qui est à l'abri de l'impôt. C'est-à-dire les intérêts qu'on fait, comme dans un CELI, sont libres d'impôt. Okay. Donc, ça ressemble beaucoup plus à un CELI qu'à un REER comme produit, sauf que la différence majeure, c'est que c'est là pour les besoins d'un enfant, pour les besoins futurs d'un enfant qui va faire des études après son secondaire. Puis, comme c'est beaucoup plus ciblé comme régime enregistré, le gouvernement, lui, va mettre des subventions dedans aussi pour contribuer à l'épargne. C'est ça qui fait le rendement. Un incitatif, c'est ça. Et c'est ça qui va faire que le rendement est intéressant plus encore que dans un CELI. De pratico-pratique, comment ça fonctionne si quelqu'un nous écoute ce soir et qui nous dit hey, « ce serait intéressant pour mes enfants ». D'abord, à qui doit-il s'adresser? Est-ce qu'il y a différents types de régimes? J'imagine que oui. Et quels sont les plus avantageux? Ou en tout cas, vous autres, la CEF, qu'est-ce que vous recommandez? OK. On recommande d'abord, comment je dirais? On recommande d'abord aux gens d'évaluer leur capacité à épargner. C'est toujours la première chose. Mais il y a une subvention du gouvernement qui est déposée dedans pour les ménages à faible revenu. Admettons qu'un ménage n'a pas les revenus d'épargner, une famille, par exemple, n'a pas les moyens. Le gouvernement est prêt à mettre de l'argent pareil un peu, le gouvernement du Canada. Ça s'appelle le Bon d'études canadien.
Ça peut être jusqu'à 2 000 $ qu'il met dans ce régime-là et qui va faire des intérêts tranquillement. Et la personne peut, à la limite, ne jamais cotiser parce qu'il n'y a pas les moyens, mais quand même, le gouvernement va avoir cotisé un peu. Et ça, on est la province au Canada qui utilise le moins cette subvention-là. Alors, nous, c'est une autre raison pour laquelle la CIF, on s'est dit qu'il faudrait qu'on en parle un peu de ces régimes-là, puis encourager les gens peut-être à magasiner ça. Donc, même sans avoir les moyens d'en mettre dedans, il peut y avoir de l'argent qui fructifie là pour les besoins de l'enfant. Il y a deux choses que j'aimerais dire, c'est qu'au moment où l'enfant va retirer les montants, lui, pour ses besoins scolaires ou ses besoins même les frais de subsistance, tout ça, oui. Au moment où il est aux études, il ne sera pas du tout pénalisé au niveau de l'aide financière aux études. Il va pouvoir avoir ses prêts et bourses normalement, comme les jeunes de son âge dans les mêmes conditions que lui, mais il va avoir ça en plus et ça ne sera pas comptabilisé par l'aide financière aux études. OK. Alors, si je comprends bien, le régime enregistré d'épargne-études, le parent ou le grand-parent qui fournit dans le compte là, pour... les enfants sont ciblés, sont nommés. Là. Nous, on n'a pas de déduction lors de notre rapport d'impôt. Non, c'est ça. Pas comme le REER. Non, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui arrive à partir du moment où l'enfant est rendu aux études collégiales ou universitaires? Ou même, j'imagine, tu disais postsecondaire, est-ce que des études au niveau de la technique, tout ça, c'est bon aussi, en autant que ça soit dépassé le niveau secondaire? C'est là que ça devient intéressant de s'informer comme consommateur puis de poser des questions aux différents fournisseurs. Nous, on conseille aux gens de prendre les régimes qui sont les plus simples, les plus souples aussi. Donc, si je dis ça, c'est qu'il y a plusieurs types de régimes et il y a plusieurs types de fournisseurs aussi. On peut faire affaire avec des institutions financières, des caisses, des banques, avec des fondations, avec des courtiers en valeurs mobilières. Nous, ce qu'on dit, c'est si votre institution financière peut vous ouvrir un régime gratuitement, sans frais d'administration, vous pouvez cotiser à la hauteur de vos moyens, c'est un bon produit, puis ça risque d'être un bon fournisseur. Mais il faut poser des questions. Est-ce qu'il est obligé d'aller à l'université, mon jeune, ou non? Il y a certains fournisseurs qui vont accorder des bourses aux élèves qui se classent dans certains programmes plutôt que d'autres. Mais un régime là, qu'on prend le plus standard, le plus souple, l'enfant pourrait faire des études professionnelles en soudure, puis ça serait admissible, en autant que ce soit du post-secondaire. Ça peut être une technique au cégep, de l'enseignement général au cégep, l'université. Donc, c'est assez souple au niveau des programmes, mais il y a certains fournisseurs qui sont beaucoup plus restrictifs. Alors, ceux-là, il faut faire attention. Là. Il faut poser des questions. Qu'est-ce qui arrive si mon jeune fait sa soudure au lieu d'aller à l'université, par exemple? OK. Ou qu'est-ce qui arrive si le jeune ne fait pas d'études post-secondaires? L'argent qui a été accumulé là, dans un compte qui s'appelle un REEE, je suppose. Oui, un régime enregistré d'épargne-études. Qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là? Ça, c'est une super bonne question. J'ai parlé du pôle de l'élève qui ramasse l'argent, mais côté la personne qui dépose, on appelle ça un souscripteur. Admettons que c'est moi qui cotise ou que c'est vous qui cotisez pour votre petit enfant, mettons. Bon, bien là, tout ce que vous déposez dedans, dans le régime, ça vous appartient. Le capital que vous mettez dedans vous appartient. Ça veut dire, admettons qu'il vous arrive un imprévu dans la vie, puis que vous avez besoin de cet argent-là, vous pouvez la sortir. Est-ce que je vais être pénalisé? Normalement, non ou très peu, à moins de faire affaire avec un fournisseur qui est très restrictif et qui... bon, OK. C'est pour ça que tu parles de souplesse. C'est pour ça que je mets des nuances, c'est ça, bon, et OK. de souplesse. De poser des questions, venir nous voir à la CIF aussi pour poser des questions. Celui qui vous appelle chez vous quand vous sortez de l'hôpital, là, avec le bébé d'un bras. Avec le bébé d'un bras, puis qui vous dit « Votre beau petit Raphaël de 7 livres et 2 onces », tu sais, bien, c'est peut-être pas le meilleur. En partant, là, ça peut nous éveiller une petite lumière orange. Là. Bon. Mais, donc, si le jeune ne fait pas d'études, finalement, post-secondaire, c'est la même règle. Le capital que vous avez mis là vous appartient. Alors, vous allez pouvoir le reprendre. Et ce que le gouvernement a mis, lui, de son côté, bien, de son côté, il va le reprendre aussi à ce moment-là. Okay. Bien, ça voudrait dire ça, quand tu dis selon les moyens, là, disons, quelqu'un qui a un beau
petit poupon qui n'est pas très en moyen, mais qui se dit, moi, je souhaite que mon enfant fasse des études universitaires, puis je vais souscrire 10 par semaine. Ça fait à peu près 500 par année. Bon, pendant 18 ans, là, jusqu'à temps qu'il atteigne, bon, bien là, on va être rendu à 9 000. Ça va être majoré par les intérêts, plus la contribution au gouvernement. Oui. Je vous donne un exemple bien rapide avec ce 500 par année-là. Mettons 500 pendant 16 ans, OK? OK, ça fait 8 000. Oui, 8 000. Bon, bien, si la famille est à faible revenu, qu'elle a juste mis ce 500 $-là, puis je dis faible revenu, au niveau du gouvernement, là, c'est faible revenu encore jusqu'à autour de 40 000 40 quelques mille dollars net par année pour la famille. Donc, c'est quand même pas si faible revenu que ça. Là. Le gouvernement, le bon d'études canadien, il va y avoir 2 000 d'injectés. Ah oui. 500 la première année, 100 $ pour les 15 années suivantes, tant qu'ils sont à faible revenu. Ensuite, pour le 500 $ qu'on met, le gouvernement fédéral va mettre 40 cents dans la pièce pour chaque 500 $ qui va être... Ça fait 40 cents dans la pièce, ça fait 20 $, ça? 200? Non, 40 cents? Oui, c'est 200 $. Ça fait 200 $. C'est-à-dire, une année, on dépose 500 $, le gouvernement fédéral en rajoute 200, puis le provincial, lui, va rajouter 20 cents dans la pièce, c'est-à-dire va rajouter 100 $ aussi. Ah oui? Fait que pour bonifier, c'est un incitatif. Donc ça, c'est les 500 premiers dollars, là, c'est ceux pour lesquels il y a le plus d'incitatifs, justement. C'est pour ça que ça fait ces montants-là. Donc, ça fait déjà 800 $ qui se déposent par année, 900 si on compte aussi le bon d'études canadien pour les 15 années, comme je disais, qui suivent. Ah ben donc, là, ça fait une bonne somme, oui. Et tout ça va faire des intérêts. Alors, j'ai fait le calcul, c'est pour ça que je vous dis sur 16 ans, j'ai fait le calcul rapide sur 16 ans à 3 % d'intérêt, ce qui est un taux d'intérêt assez conservateur. Oui. Hein? Donc, le 8 000 $ qu'on va avoir mis dedans va être rendu 19 000 à la fin à cause des subventions et des intérêts sur le capital et les subventions. Et là, l'enfant pourra l'utiliser pour ses besoins de subsistance et toutes les dépenses nécessaires à ses études collégiales ou universitaires. Oui, tout à fait. Sans pénalité. Sans aucune pénalité. Ah bien, je trouve que c'est... je voulais te poser la question, est-ce que c'est avantageux? Je pense que là... oui, dans la mesure où on cotise selon nos moyens et où on n'est pas la victime d'un fournisseur agressif. Par exemple, je vous donne un exemple d'une chose à éviter, c'est qu'il y en a certains qui vont nous approcher, ils vont prendre les devants, ils vont nous vendre ces subventions-là d'une certaine façon à pression, et ils vont nous dire par des techniques de vente, mais cotisez donc les allocations familiales, vous savez, vous n'aurez pas à débourser de votre poche, c'est le gouvernement qui vous donne ça pour les enfants. Mais il donne ça pour les besoins des enfants, oui, mais pour des besoins présents, pas seulement pour ces besoins futurs-là. Et ça peut mettre les parents qui n'ont pas bien évalué leur situation dans des situations après ça qui sont pas tenables. Oui. Ouais. Alors, c'est quoi le numéro de téléphone de la CEF déjà? 338? 4755. 4755 dans le 88, dans bien le 88. sûr. Donc là, s'il y a des gens qui nous écoutent et puis qui sont intéressés à en savoir davantage, ils peuvent t'appeler, Martin Cloutier, à 88 338 47 55 ou se rendre à vos bureaux qui sont situés maintenant à quelle adresse? Au 1176 Notre-Dame-Est. Notre-Dame-Est, autrement dit... Au coin de la 9e. Tout près de la 9e avenue, de la 9e rue, oui. Bien, merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir, Pierre. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Et nous voilà de retour. J'ai le grand plaisir et même, je dirais, même l'honneur de vous présenter quelqu'un qui, au mois de mai, a été au pinacle de la gloire. Je veux vous présenter la récipiendaire du prix Zénith Femme d'affaires et également, pas juste ça, non, personnalité de l'année au Gala Zénith de 2015, la 8e édition. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mme Sonia Vachon. Sonia, bonsoir. Bonsoir. Et félicitations. Merci. Moi, comme responsable du comité de la personnalité de l'année, je savais que c'est toi qu'on avait choisi, mais je ne savais pas que tu serais choisie la femme d'affaires de l'année. Et dans l'ordre des choses,
on t'a présenté comme femme d'affaires de l'année. Tu es allée à l'avant, tu étais très émue, tu t'es fait aider par ton père, tu as présenté ton personnel et tout ça. Et moi, je suis assis dans la salle, puis je me dis, « Hey, faut qu'elle s'en garde, là, elle va être nommée dans une couple de minutes encore personnalité de l'année. » Et là, quand on t'a nommé, tu es monté sur la scène et là, tu étais très ému. Et ton père est venu te supporter, tu es venu t'appuyer. Et là, je me suis dit, ça, c'est l'image même de l'entreprise DSD International. Est-ce que je me trompe? Non, non. On est une grande famille dans l'entreprise, dans le fond. Je pense que ça a peut-être parti à la base avec mon père et moi, dans le fond. Puis je pense que les gens autour de nous le ressentent beaucoup, ça, cette relation qui est assez forte ensemble, mais qu'on a tenté de... Mais pas seulement de tenter, parce qu'on a réussi quand même à le garder au sein de l'équipe aussi. Fait qu'on est vraiment comme la grosse famille DSD. Oui. Pour moi, c'est important. C'est quoi ça, DSD International? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette bébête-là? On a plusieurs projets, à vrai dire, mais on est principalement une entreprise de fabrication de produits de plastique. Donc, on fait de l'injection dans le secteur du plastique et on fait aussi nouvellement maintenant de l'extrusion, d'où l'agrandissement qu'on a fait dans la dernière année, qui est le projet, entre autres, qui a sûrement fait que j'ai été nominée dans ces catégories-là. On se lance dans l'extrusion pour pouvoir faire notre tubulure aussi pour compléter notre gamme de produits d'acériculture. Mais le secteur principal encore présentement est la production de becs versaires sécuritaires pour contenants d'essence qui rencontrent les normes très sévères californiennes. Oui, moi j'en ai encore 2 ou 3 et c'est... Je ne sais pas c'est qui a pensé à ça le premier, là, mais tu sais, là, d'arriver puis puis là, tu appuies, puis là, ça verse. Là. Avant, là, on se contorsionnait. Disons que mon père, en 1985, avait fait son premier bec verseur. D'ailleurs, dernièrement, j'en retrouvais un avec l'emballage où mon frère, c'est lui qui démontre le produit sur l'emballage, puis il est tout petit dans ce temps-là. C'est vraiment cute. Mais c'était vraiment... On a commencé, c'est ça, c'est une histoire familiale. Donc, oui. Puis là, tu me parles de bec verseur, mais vous avez également, il me semble que j'en ai, moi, des balises pour l'hiver, là, Oui, ça, on a commencé avec les balises. Il y a des gens qui ont été surpris d'apprendre ça. Je dis, bien, c'est des balises qui ont été faites ici à Thetford. Oui, mais je vais vous apprendre que cette année, on a vendu ces actifs-là pour les céder. Nous, ce que je voulais, dans le fond, c'était focusser sur le développement de nos produits qui sont les plus porteurs, dont les becs verseurs, et aussi... puis quand je dis les plus porteurs, c'est pour notre entreprise à nous, parce qu'on avait vraiment l'intention de se diversifier dans le secteur de la sériculture aussi. Oui. Qui est vraiment un beau secteur où on a implanté un beau réseau de marchands autorisés, tant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, c'est vraiment là où on voulait focusser. Puis, les chaînes, j'ai quand même travaillé avec le grand réseau de distribution pendant plus de 15 ans. Puis, à un moment donné, c'est quand même un autre domaine où ça demande beaucoup de présence sur le terrain. Puis, comme on pouvait moins bien desservir nos clients, on a décidé plutôt de vendre cette partie de nos actifs, puis de focusser sur les autres produits. Okay. Mais on fabrique encore pour les gens qui vendent nos produits. Ah bon. Mais votre implication au niveau de la sériculture, ça va consister en quoi? On a une gamme complète de produits. Mon père a développé des chalumeaux, des adaptateurs. On a la gamme complète. Même on vient d'intégrer à peu près 400 produits dans notre catalogue, là, qui sont aussi des produits qu'on achète et qu'on distribue. Donc, on va vraiment maintenant avoir la solution complète. Toujours en plastique ou... Oui, du plastique. Les produits qu'on achète, c'est sûr qu'il y a d'autres produits aussi, là, mais qui ne sont pas nécessairement faits par nous. Mais c'était vraiment pour offrir à nos marchands autorisés la gamme complète de produits. Là. OK. Alors, quand on parle de DSD International, depuis tantôt qu'on parle de ton père, il faudrait peut-être le prénommer. On sait que c'est un vachon. Oui, Léandre, oui. Alors, ton père, c'est le fondateur de DSD International. Ça existe depuis combien d'années, cette entreprise? Depuis 1987. 1987. Oui. Donc, vous vous acheminez vers le 30 ans, là? Tout à fait. On va célébrer ça bientôt, en 2017. Oui. Et il y a combien d'employés et qu'est-ce que les employés font chez vous? On a... Mon Dieu, de tous les styles d'emploi. On a présentement, ça varie, on a entre 85 et 100 employés, tout dépendant des périodes de production.
On en a déjà eu même plus, mais là, ça se stabilise environ vers les 100 employés. Et on a, on a déjà fabriqué du moule. Maintenant, on fait plutôt la réparation de nos moules à l'interne, tout ça. Donc, on a nos machinistes, on a des gens à la maintenance, électromécaniciens, on a des gens pour faire les monteurs-ajusteurs, dans le fond, pour installer les moules dans les presses à injection. On a des coordonnateurs, naturellement, dans tous les secteurs, acheteurs. Donc, je reviens à mes coordonnateurs au niveau de la production, injection, extrusion, assemblage, ressources humaines, bref, c'est tous les secteurs qu'on a dans l'entreprise, puis naturellement, tous les postes au niveau de la production, là. Et on a vraiment une belle équipe. Bon. Est-ce que vous avez de la difficulté à recruter du personnel? Parce qu'il y a des entreprises dans la région qui disent on aimerait ça, prendre un peu d'expansion, mais on a de la difficulté à garder notre personnel ou à en trouver du nouveau personnel. Est-ce que c'est le cas chez vous? Parce que j'imagine que c'est pas n'importe qui peut aller travailler chez vous. Non, c'est sûr qu'il y a certains emplois qu'on a besoin d'emplois très spécialisés, comme par exemple dans le secteur des monteurs-ajusteurs. Ça, c'est les monteurs-régleurs. Dans l'industrie du plastique, il y a une denrée, là. C'est une denrée très rare, là. Donc, on forme des gens à l'interne. C'est sûr que c'est ce qu'on fait. Par contre, là, il y a le Cégep qui a un très beau programme qui va commencer, qui va amener de la formation de main-d'œuvre spécialisée qui est vraiment géniale. Est-ce que DSD embarque dans ce projet-là? Tout à fait, tout à fait, oui, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un beau projet. Puis moi, je trouve, même quand j'ai fait mes études, moi, j'ai étudié en droit, parce que j'ai trouvé dommage, c'est que pendant tout le temps du bac, on n'a jamais accès, mis à part l'été, si je travaillais dans un bureau, mais c'est pas concret. Donc là, ce que je trouve très intéressant, c'est que les étudiants au niveau de la technique vont pouvoir tout de suite faire un lien avec le marché du travail et apprendre, quand c'est pas théorique, qu'on arrive vraiment avec des apprentissages qui sont concrets, on apprend tellement plus, là, et c'est tellement plus motivant. Bien, j'ai eu le plaisir de recevoir M. Rousseau, le directeur général du Cégep, qui nous a parlé de ce projet. Et il nous en avait parlé également au mois de mai, mais ce n'était pas encore concrétisé, annoncé officiellement. Il disait qu'il y avait un beau projet à venir, alors on l'a réinvité au début de la saison cette année. Et il est venu nous en parler, bien sûr. Ça fait que j'imagine justement qu'à cause de la plasturgie au Cégep, est-ce que vous allez recruter des gens, là? Bien, écoutez, on a déjà à l'interne des personnes qui ont fait leur technique en matière plastique. Notre coordonnateur de projet, notre coordonnateur à l'injection, à l'extrusion, c'est tous des gens qui ont la formation en matière plastique et qui ont été formés ici à Thetford Mines, là. Et là, l'agrandissement qui a eu lieu, est-ce qu'elle est terminée au moment où on se parle? Là, on est fin octobre. L'agrandissement du bâtiment, oui, est terminé. Par contre, c'est sûr que là, ce qui est le plus de travail, c'est comment je dirais-je, le réaménagement de l'entrepôt, tout ce qui est à l'intérieur dans le fond de l'agrandissement qui est beaucoup plus de travail. Là. On n'a pas le temps de chômer, disons. On a beaucoup de travail. Et ça va, ce projet d'agrandissement-là va permettre quoi? Et est-ce que ça va créer des emplois? Oui, tout à fait. À vrai dire, c'était pour l'implantation de notre département d'extrusion. Donc là, on a 2 nouvelles machines en extrusion qui sont nouvellement installées et on commence progressivement la production. C'est sûr qu'il y a toujours, dans des départs de projet, il y a malheureusement toujours des retards. Là, on est là avec des retards de livraison de certaines choses, mais au moins, comme mon père dit, de façon assez sage, dans 5 ans, ça ne paraîtra plus. Là. Donc, on en est là à préparer tout ça. Il y a eu le déménagement aussi de l'entrepôt parce que notre aire de production va être déménagée. On ajoute de nouvelles presses injection aussi. Mais oui, ça va créer à peu près, on évalue à peu près 10-15 emplois. Là, additionnels. Oui. Bon. Pour ceux qui ne le sauraient pas, pour situer DSD International, on appelle ça communément le chemin de l'aéroport. Là, vers le Mont-Antistoc. Alors là, vous autres, en s'en allant là, vous êtes à gauche. Exactement, on ne peut pas ne pas vous voir, ça n'a pas de bon sens. Non, à la grosseur de l'entreprise, maintenant, parfois, j'arrive le matin et je regarde l'entreprise. Quand je suis un petit peu fatiguée, là, je suis comme « ouf! » Je me dis, c'est moi qui est présidente de tout ça, là, mais ça met un petit peu de pression sur mes épaules. Mais en même temps, quand je rentre à l'intérieur, comme je crois que j'avais dit, même au gala, quand j'arrive et que je vois chacun des membres de l'équipe, il me semble ça reprend sa portée humaine parce que faire ça, c'est impossible.
C'est pour ça même que j'ai fait monter, qu'on m'a nommée femme d'affaires de l'année, mais j'ai fait monter mon équipe parce que je ne l'ai pas fait tout seul. Là. Non. Ça se fait pas seul. Ça se fait en équipe. Donc, puis avec les années, c'est sûr que là, tranquillement, quand vous me parlez de recrutement, honnêtement, mis à part ces postes-là très spécifiques où il y a une rareté, dans le fond, non, c'est vraiment génial. Puis parfois même, on me dit « Ah, tu ne devrais pas laisser une offre d'emploi traîner aussi longtemps. » Je dis « Non, mais moi, j'attends la bonne personne. » Quand je vais avoir la bonne... J'ai un poste que je pense que ça fait 2 ans que j'ai affiché, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne personne et j'embaucherai pas tant que je n'aurai pas la bonne personne. Donc, j'attends de trouver mes perles rares. Puis honnêtement, présentement, je trouve que ça a vraiment... ça a porté fruit. Oui. Je suis contente. J'ai eu le plaisir de visiter. Il y a quelques années, vous aviez fait une porte ouverte. Oui. Et celui qui nous a guidés, c'est ton père. Oui. Est-ce que j'ai besoin de te dire que c'est un passionné? Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ouais. Ça n'était, là, cet homme-là, il ne vit que pour son entreprise. Hein? C'est ce qui garde, je crois, mon père en forme aussi. Tu sais, c'est un homme qui aime tellement, il est tellement passionné par ce qu'il fait. Puis il me dit, c'est drôle, des fois, j'entends les gens parler, puis je comprends pas. Il parle de retraite, puis il dit, moi, j'ai juste envie, je me sens comme dans la quarantaine, j'ai juste envie de faire plein d'autres projets. Ouais. Donc, et je pense qu'il a transmis ça, cette passion-là, à sa fille. Hein? Oui. Alors, tu disais tout à l'heure, tu as une formation en droit. Oui. Mais le droit mène à tout. Alors, la condition mais disons qu'avec tous les contrats que je fais, ça aide beaucoup. Je suis très contente d'avoir la formation, mais je n'aurais pas pratiqué dans le droit, par exemple. C'était pas... Alors, Sonia, malheureusement, le temps de l'émission est écoulé. Merci pour l'invitation. Je te félicite encore. Merci. J'avais le plaisir de recevoir la personnalité de l'année lors du Gala Zénith qui s'est déroulé au mois de mai. Et également la femme d'affaires de l'année. Et c'est quand je vous disais au tout début que c'était sa fête au mois de mai, ça a été sa fête et elle le méritait. Alors encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Revenez-nous la semaine prochaine.